Correspondance de Mahamadou Alioubari. C'est sous un soleil de plomb que la délégation du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, avec à sa tête son président Amadou Aya Sanogo, est arrivée ce dimanche dans la cité des Rails. L'objectif de cette visite est de s'enquérir des conditions de travail de l'ensemble des forces armées et de sécurité de Caille, mais aussi les informer des missions assignées au comité. Le premier acte de cette visite a été la rencontre avec les forces armées et de sécurité. Au cours de la rencontre, le président du comité, le capitaine Amadou Aya Sanogo, a fait une brève présentation du comité, les réalisations qu'il a déjà faites, à savoir l'élaboration d'un projet de plan de carrière dans l'armée, la construction de certaines infrastructures au niveau de Kati. Le capitaine Amadou Aya Sanogo a beaucoup insisté sur la restauration de la discipline dans l'armée. Le problème du Nord n'a pas échappé au débat, singulièrement la région de Kidal. Le capitaine répond que bientôt elle sera dans la main de nos forces armées. En tout cas, le capitaine et sa délégation sont très réconfortés après cette rencontre. Je repars réconforté. Réconforté pourquoi? Parce qu'avec les compagnons d'armes, c'est-à-dire sans distinction aucune, on a eu à échanger longuement comme vous pouvez témoigner sur beaucoup d'aspects, beaucoup de préoccupations. Parce que c'est ce qui nous permet de venir aux acteurs, prendre en compte leurs préoccupations, voir leur réalité. Et c'est ce qui nous permet bien sûr de réfléchir sur quelque chose de positif et pour projeter bien sûr l'avenir de ces gens à qui on demande le sacrifice ultime. Deuxième acte de ce séjour caïsien du capitaine Amadou Aya Sanogo a été la visite à la direction régionale de la police, la gendarmerie, la protection civile et la garde nationale. À tous ces niveaux, les problèmes sont presque identiques. Manque de matériel adéquat, de clôture et vétusté des locaux. Après l'étape de Tombouctou, le commandant des forces maliennes s'est rendu dans les localités de Bamba et de Bourem. La sécurité qui, dans ces deux localités, a été l'épicentre de la rencontre que le colonel-major Didier Dakou a eue avec les chefs de fraction. Nous retrouvons nos correspondants sur place, Daouda Sidiki Diara et Massa Doumbia. Exhibition de pas de danse, liesse populaire pour magnifier leur attachement aux forces armées maliennes. Les populations de Bamba et de Bourem n'ont pas dérogé à la règle. Après un séjour à Tombouctou, le commandant des forces est allé à l'écoute des populations, situation sécuritaire oblige. Les chefs de fraction ont saisi cette occasion pour échanger avec le colonel-major Didier Dakou. Aujourd'hui, c'est une journée historique pour nous parce que depuis un certain moment, nous sommes restés sous le joug du Moujao et des islamistes, des terroristes. Depuis qu'ils sont arrivés à Gao, donc on a toujours attendu ce jour, mais c'est bien après, quelques mois, qu'ils sont arrivés chez nous. Et vous voyez la liesse des populations, femmes et hommes, jeunes et vieux, tout le monde est sorti. On est très très fiers, n'est-ce pas, de notre armée nationale pour nous apporter la sécurité nécessaire dont nous avons besoin. À Bourem, on déplore l'absence du personnel de la mairie, de l'administration et surtout l'arrêt des cours à l'école. On a fait une réouverture, mais très squelettique. Les gens ont la peur au ventre. Avec le problème de sécurité, vraiment nos enfants, nos parents, peut-être hésitent. Donc les enfants ne viennent même pas. Le commandant du théâtre et sa délégation ont visité la zone de vie des ingénieurs chinois et autres ouvriers chargés de construire les barrages de Taoussa. Ces camps avaient été transformés en ateliers de fabrication d'armes par le Moujao, comme en témoigne ce vieux paquet de tubes à canon de BM-21 abandonné par les terroristes dans leur fuite. Voilà ce qui reste de ce camp après le passage de l'aviation française en janvier. À Gossi, le colonel-major s'est également rendu pour faire exploser les obus laissés par les kamikazes après avoir été neutralisés par les éléments des forces maliennes. Le 25 avril dernier, un checkpoint et le camp de Gossi ont été attaqués par des kamikazes du Moujao, mais sans succès. Sanda Ould Boumama, le porte-parole terroriste de Ansardine, est depuis quelques jours dans les mains des forces mauritaniennes. Son arrestation a été saluée par les habitants de Tombouctou. Pendant l'occupation, c'était lui qui revendiquait sur les médias les actes posés par les narcotrafiquants au nom de son mouvement. Sanda, comme l'appellent les Tombouctiens, figure sur la liste des personnes visées
par le mandat d'arrêt international lancé par notre pays contre certains individus. Portrait de l'homme avec Yahya Tandina, ORTM Tombouctou. L'arrestation de Sanda Ouldoubu Mama par les forces mauritaniennes a été saluée par les populations de Tombouctou. Populations qui l'ont vu grandir, car sa vie était partagée entre Nouakchott en Mauritanie et Tombouctou, sa ville d'origine. Issu de la communauté Ouladiche, pendant l'occupation, l'homme s'est fait remarquer par une certaine autorité et surtout ses bons rapports avec les leaders charismatiques d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Akmi, Abou Zaidi et Yahya Ould Hamam. Sanda, porte-parole du groupe Ansardine, c'est lui qui revendiquait sur tous les médias les actes posés par les djihadistes. L'amputation de la main de Mohamed Dedo à Tombouctou, Sanda s'explique. On l'a traité conformément à ce que Dieu nous dit chez le Sharia. Donc je pense que quand on fait une petite comparaison entre l'application de Sharia et ce qu'on fait dans des autres lieux, surtout dans le Mali et dans les pays voisins, dans ce genre de comportement, je pense que c'est très peu. Avec une maîtrise en arabe, diplômé de l'université de Nouakchott, Sanda parle bien son rey, le tamashek et passablement le français. Recherché par les autorités mauritaniennes et maliennes, son domicile était la première maison perquisitionnée par l'armée dès son entrée dans la ville. Son arrestation était pressentie avec la mort d'Abou Zaidi, aujourd'hui acclamé par les populations qui se disent trahies par un de leurs. Mon destin, c'est ma patrie. Je suis ici chez moi, et c'est à moi de faire la gloire de ce pays. Le bâtimage, il sera le plus beau, le plus chaud, une terre d'accueil, d'hospitalité, d'humanité, une terre de réconciliation. Ma chère patrie, je ferai de toi la plus enviée du monde. La région Rhône-Alpes vole encore une fois au secours des populations déplacées de la région de Tombouctou. À travers l'ONG Afrique Verte, la région française a octroyé des vivres d'une valeur d'environ 28,6 millions de francs CFA. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence du président du conseil régional de Tombouctou, Mohamed Ibrahim. Il est au micro de Alousseni Touré. Quand il y a eu l'occupation des régions du Nord, quand on a vu nos populations souffrir, quand on a vu les conditions dans lesquelles nos populations vivaient au sud du Mali, nous avons approché notre partenaire pour dire la première des choses, c'est d'assister ces populations-là. C'est comme ça que dans les premiers jours de l'occupation, ils nous ont accordé une subvention de 100 000 euros qui nous a permis de faire une distribution de céréales, aussi bien pour les populations de Tombouctou qui vivaient à Bamako que celles qui vivaient à Mopti, en disant que par solidarité, celles de Mopti, nous avons touché même les déplacés de Gao et de Kidal. Donc c'était la première opération de distribution de produits alimentaires aux populations déplacées. Donc ceci étant, puisque l'occupation s'est prolongée, nous les avons sollicités encore une deuxième fois pour leur dire, bon, les populations sont toujours là, c'est vrai que le nord est libéré, les populations commencent à partir, mais il y a beaucoup d'autres populations qui sont encore bloquées ici, qu'il faut assister. Donc la présente opération, justement, rentre dans ce cadre-là. La région de Tombouctou est en coopération décentralisée avec la région de Rhône-Alpes il y a près de 25 ans, plus de 25 ans maintenant. C'est vraiment une des coopérations décentralisées les mieux réussies au Mali. Donc c'est une région qui aide l'ensemble de la région de Tombouctou. Ça a commencé par des activités sur la partie ouest de Tombouctou et ça s'est étalé sur l'ensemble de la région avec un certain nombre d'ONG qui travaillent sur la région de Tombouctou et sur financement de Rhône-Alpes, notamment Afrique Verte, qui est en train de faire cette opération. Désormais, une nouvelle rubrique dans cette émission, elle est consacrée au retour de l'administration, des déplacés et de la paix dans notre pays. La rubrique Retour est réalisée par Alousseni Touré. Alousseni Touré.
Ahmed. Bonsoir à tous. Et que l'état des lieux autour de la station est placé. C'est le directeur intérieur, Bali, qui va nous le dire. Nous l'avons interrogé aujourd'hui. Il nous fait l'état des lieux de la présence de l'administration dans le nord de notre pays. Suivons. Monsieur le directeur, merci de nous recevoir ici chez vous. Alors, quelle est la situation générale de déploiement des administrateurs sur le terrain dans les 3 régions du Nord? Vous vous souvenez qu'immédiatement après l'adoption de la feuille de route, qui est consécutive pratiquement à la libération des régions nord du Mali, le ministère de l'administration territoriale a élaboré un plan d'action en ce qui concerne le retour de l'administration au nord. Il faut reconnaître déjà que l'administration existe au nord, à travers les chefs de village, les chefs de fraction, parce que ça, c'est les éléments premiers de l'administration malienne. Donc les chefs de fraction, les chefs de quartier, les chefs de village assurent une certaine forme d'administration au nord. Quand ils ont été souvent changés par les occupants? Bon, ils ont été changés. Vous savez, un chef de village, dans notre tradition culturelle, on ne le change pas. On ne le change pas. On peut mettre quelqu'un de façon provisoire, mais en fait, il est dépositaire d'un certain nombre de valeurs. Il est dépositaire de nos us et coutumes. Donc, quoi qu'il en soit, il demeure le chef de village, même si pendant quelques mois il a quitté, mais il demeure toujours le chef de village. Et il a continué à administrer le village pendant qu'il est souvent en dehors du village. Bon, pour revenir au plan d'action, ce plan d'action qui a été élaboré par le département, c'est tout le monde. En avril, là, il était question que tous les préfets rejoignent leur poste. Par la ont été sur la carrière Fouquet. Bon, donc, jusqu'au mois d'avril, pratiquement, c'était le dispositif qui était là, mais de plus en plus, avec l'installation, c'est départ de la salut par pour l'indépendance, le fait de voir le préfet venir, ça a été des fêtes grandioses, un peu partout, sur l'ensemble des régions du Nord. Donc, cela veut dire que la population adhère à son administration. Cela veut dire que cette administration malienne est l'administration de tout le peuple malien. Donc ça, c'est... Et je dois dire aujourd'hui qu'aujourd'hui, comme on peut parler de bilan global, nous pouvons nous résumer qu'au niveau de Tombouctou, la région de Tombouctou, tous les préfets du cercle de Diré se trouvent à leur poste, effectivement. Bon, dans les prochains jours, nous sommes en relation avec les forces armées de sécurité. Le colonel Diao a évoqué ça à un moment, en relation permanente, pour que tous les chefs d'arrondissement soient effectivement à leur poste, parce que les travaux de révision des listes électorales vont commencer incessamment au mois de juin. Donc, on n'a pas le choix. Il faut que les préfets, les sous-préfets rejoignent leur poste. Il en est de même pour l'administration décentralisée. Bon, on ne le souligne jamais assez, c'est que l'administration décentralisée existe. Les maires existent. Les maires, la plupart, sont restés. Certains sont partis, bien sûr, pour des raisons qui leur sont propres. Mais nous disons aussi qu'à ce niveau-là, l'administration déconcentrée a existé au niveau de ces régions. Donc nous sommes au total aujourd'hui sur la bonne voie. Sur la bonne voie de la mesure où même les services de base, qu'il s'agisse de l'eau et de l'électricité, commencent à s'installer. Bon, vous voyez les écoles à Gao, les écoles et les centres de santé. Tous ces services déconcentrés, dans le plan d'action, il était question que tous ces services déconcentrés soient effectivement sur place au mois de juin, afin non seulement d'accomplir leur mission traditionnelle, mais participer à l'organisation des élections, de la mesure où c'est un personnel extrêmement important dont on a besoin pour mobiliser. Est-ce que de façon générale, vous pensez que l'organisation des élections sera possible dans ces régions du Nord? À ce niveau-là, nous n'avons aucune inquiétude. D'abord, au niveau des listes électorales, nous avons aujourd'hui à la date, avec la DGE, produit toutes les listes électorales des électeurs potentiels. Il reste seulement électoraux, là, le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Je pense que nous avons suffisamment de personnel à mobiliser pour tenir les bureaux de vote.
Vous savez que quand il y a élection, il y a bien sûr les nationaux, mais il y a aussi des gens qui viennent de peu partout pour observer. Et aujourd'hui, nous avons les ressources humaines suffisantes, justement parce qu'il s'agira seulement de les former, de bien les former. Et notre ambition cette année, c'est vraiment de se donner le temps de bien former les ressources humaines pour qu'elles soient en mesure de gérer notre processus électoral. Vous avez cité Tombouctou, Gao, et vous n'avez pas fait mention de Kidal. Qu'en est-il effectivement? À ce niveau-là, je crois qu'il y a beaucoup de spéculations. Les gens doivent aller à la source. Les gens doivent aller à la source parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'espoir, le gouvernement n'allait pas nommer un gouverneur de région à Kidal. Ça, au moins, c'est une certitude. Et à la date d'aujourd'hui, tous les préfets qui représentent l'État, tous ces gens-là, il n'y a pas eu de changement majeur. Donc, les changements qui ont eu lieu, c'est au niveau du cabinet du gouverneur de Kidal. Et pour des raisons que certainement vous connaissez, parce que la nécessaire mutation des agents, ça c'est obligatoire. Donc, à ce niveau, le cabinet du gouverneur est au grand complet. Donc, nous n'avons aucune inquiétude en ce qui concerne l'administration de Kidal, et nous n'avons aucune inquiétude non plus en ce qui concerne le déroulement des votes à Kidal. On a fait les élections ici, les Maliens se souviennent, pendant les moments assez critiques pour notre pays. Bon, bien sûr, on va dire que ça c'est trop loin, que c'est de 92, que ceci, cela, bon. Mais on doit se souvenir que quand même, pendant cette période trouble, il y a eu des élections. Monsieur le directeur, quelles sont les difficultés auxquelles l'administration peut être butée aujourd'hui par rapport à l'organisation effective des élections? Les difficultés, vous le savez, c'est surtout les difficultés, les grandes distances. Les grandes distances, il faut trouver les moyens, justement, que quand il y a le vote, il faudrait que les résultats du vote soient connus de tous les Maliens, en principe, à 18 heures. À défaut, il faut que dans la nuit, que tout le monde puisse avoir les tendances. Ça, c'est absolu. Le ministère de l'administration territoriale a fait des efforts aujourd'hui pour essayer de moderniser autant que possible les outils de gestion en ce qui concerne la remontée des résultats. Cela est possible, mais nous souhaitons que la presse nationale puisse nous aider vraiment à faire comprendre aux uns et aux autres qu'aujourd'hui nous avons des difficultés liées surtout aux distances. Les distances dans notre pays sont énormes. La ressource humaine sera formée. Les moyens logistiques seront mobilisés par l'État. L'État a envie de déployer tous les documents électoraux, les documents matériels électoraux au bureau de poste le plus éloigné, que cela soit possible. Mais en retour, les résultats doivent être transmis au niveau approprié dans le temps, dans les délais réels. Et là, c'est au niveau du cercle et au niveau de Bamako. Donc c'est une difficulté majeure, mais nous sommes confiants parce que les Maliens sont décidés à faire leur élection. Nous sommes confiants parce que nous avons des administrateurs civils ou des administrateurs d'une façon générale qui sont une expérience établie. Quoi qu'on dise, le Mali a une longue expérience d'organisation des élections. Bien entendu, pour que l'administration s'installe bien, il faut des conditions minimum de sécurité. Et le colonel-major Mamadou Diaw est le haut fonctionnaire de défense en service au ministère de l'administration territoriale. C'est lui qui va nous parler des conditions de sécurité de nos agents de l'administration dans le Nord. Mon colonel, quelles sont les dispositions qui sont prises aujourd'hui pour assurer la sécurité des administrateurs aujourd'hui présents et déployés sur le terrain? L'une des conséquences de l'occupation des régions nord par les mouvements terroristes a été le retrait des forces de défense et de sécurité sur l'administration. Le retour de l'administration au nord figure en priorité sur la feuille de route du gouvernement de transition adoptée par l'Assemblée nationale. Dès l'adoption de cette feuille, le ministère de la Défense et celui de la sécurité ont pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre le retour de l'administration dans les zones libérées et la tenue d'élections libres. Et il faut dire, parmi les mesures prises à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que les troupes
des garnisons du Nord ont rejoint leur base. Quant aux forces de sécurité, sont en train de se déployer progressivement aussi dans leur localité d'origine. C'est vrai, il faut reconnaître, l'effectif n'est pas suffisant, mais le recomplément viendra dès que les moyens logistiques le permettront. Vous voulez dire ainsi que les moyens, il n'y a pas de moyens de déplacement pour leur permettre de se déployer sur le terrain? Oui, je parle effectivement des moyens de transport. Et il y a même par endroit des problèmes d'effectifs, puisque nous ne pouvons pas, avec les forces de sécurité, dégarnir carrément les villes du sud, notamment Bamako, dégarnir ces villes-là au profit quand même des régions du nord. Mais les dispositions sont en cours au niveau des départements pour en tout cas envoyer l'effectif nécessaire pour mettre les représentants de l'État dans les conditions idoines pour leur permettre quand même d'exercer leur mission. Certains administrateurs sont effectivement sur le terrain, mais d'autres sont repliés dans les grandes villes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que la police et la gendarmerie sont effectivement déployés sur l'ensemble du territoire? Traditionnellement, c'est la garde nationale avec les forces de police. Et là où il n'y a pas de forces de police, la gendarmerie est là. Sinon, traditionnellement, la sécurité des représentants de l'État est assurée par les forces de la garde nationale. Est-ce que la garde nationale aujourd'hui n'a pas une nouvelle vocation, puisqu'elle est chargée, entre autres, de la protection des personnalités, des hauts fonctionnaires, des représentants de l'État, et en plus d'être fortement impliquée dans les combats aujourd'hui au nord? Effectivement, vous avez raison, mais je ne dirais pas que la garde n'a pas changé de vocation. La garde a reçu d'autres nouvelles missions, parmi lesquelles il y a la sécurisation des institutions. La garde est en train aussi de se battre aux côtés des forces armées et de sécurité, mais qu'à cela ne tienne, l'effectif, en tout cas, qui est disponible, permet pour un départ de garantir en tout cas une sécurité acceptable aux représentants de l'État pour qu'ils exercent leur mission. Mais mon colonel, le commun des citoyens ne comprendrait pas que vous disiez qu'il y a insuffisance quand on sait qu'avant les hostilités, il y avait quand même des forces qui étaient présentes, des forces de sécurité qui étaient présentes dans les différentes localités. Est-ce que ces mêmes personnes, ces mêmes forces ne peuvent pas être redéployées aujourd'hui? Oui, ces forces-là peuvent être redéployées. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un problème de logistique. Dès que les besoins logistiques seront satisfaits, ces effectifs pourront rejoindre leur localité d'origine. Ces problèmes logistiques, y a-t-il pas d'autres problèmes, puisque l'administration même n'est pas complètement installée? Il y a des problèmes, par exemple, de banque, des problèmes bancaires pour le paiement des salaires et autres. Est-ce que ce n'est pas également un problème qui empêcherait les fonctionnaires de façon générale de rejoindre leur poste? Oui, les fonctionnaires de façon générale, mais je ne pense pas que cela soit valable pour les forces de défense et de sécurité. Parce que nous avons notre système de paiement des salaires qui, bon, même s'il n'y a pas de banque, en tout cas, en cas de besoin, on pourra leur faire parvenir leur salaire au moment opportun et les autres primes. Le dernier mot, c'est je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous les représentants de l'État et les forces et les éléments des forces de défense et de sécurité qui sont tombés, en tout cas sur le champ de l'honneur. Nous voulons prier pour le repos de leur âme. Et quant aux partenaires qui sont avec nous, je voudrais les remercier de nous avoir assistés et leur dire que le Mali est indivisible.
Et je pense que le travail qu'ils sont en train de mener est très important pour nous. Alassane Touré, à la date d'aujourd'hui, quel est le point de la situation du retour de l'administration à Tombouctou? Alors la région de Tombouctou s'emploie activement à gagner son pari pour l'installation de l'ensemble des préfets et sous-préfets. La question était au centre de l'entretien entre le gouverneur Mamadou Mangara et le sous-chef d'état-major des opérations militaires du Nord, le colonel-major Didier Dako. Si au niveau des différents cercles, les représentants de l'État sont pratiquement en poste à Rarousse, Mangara sollicite l'appui de l'armée et c'est Adama Djimde qui va nous faire le point de cette rencontre. Le retour de l'administration dans les régions jadis occupées est un gage de succès pour la relance des activités économiques et la reprise des services publics. À Tombouctou, les fonctionnaires ne se bousculent pas pour rejoindre leur poste. Le gouverneur de région, le colonel Mamadou Mangara, vient de faire le tour de certaines structures en vue de constater l'état des lieux. Pour être franc, c'est la désolation. Mais qu'à cela ne tienne, je n'ai pas perdu d'espoir. Nous avons entamé le retour, à commencer par le commandement de l'administration. Effectivement, tout le commandement avait rejoint Tombouctou et de façon définitive. Et certains services ont emboîté le pas. Qu'à cela ne tienne, certains soldats de l'administration sont déjà sur place à l'image des directions régionales des domaines, du développement social, de l'économie et de l'ORTM. D'autres ont déjà effectué des missions d'évaluation et replié sur Bamako. Bien que l'ensemble des préfets soient à Tombouctou aux côtés du gouverneur, l'administration de façon générale s'installe timidement. D'où cet appel. C'est pourquoi nous nous donnons le devoir de toucher les directions nationales et ou les départements de façon directe pour les demander de donner le minimum à leurs représentants régionaux, de pouvoir faire le constat et de travailler et rendre le service minimum. Ce message patriotique a été saisi par certains départements, tels que celui chargé des domaines. Ma direction nationale a tout mis en œuvre, notamment la prise en charge de nos frais de route, les frais d'hôtel, puisque nous avons trouvé que les bâtiments étaient pratiquement inhabitables. Il fallait être logé à l'hôtel. La direction nationale a pris tous ces frais en charge, le carburant, entretenir le véhicule pour que nous soyons là aujourd'hui. Seul le retour de l'administration peut rassurer les populations et inciter les déplacés à regagner le bercail. À Douanza, l'administration doit être déjà sur place. Est-ce que vous avez des nouvelles? Les activités économiques reprennent petit à petit dans le cercle de Douanza et l'administration est au complet dans la circonscription. C'est le constat fait par une équipe de l'ORTM Mopti dirigée par Moustapha Doumbia, équipe qui a échangé avec les autorités administratives et politiques. Suivant donc le compte-rendu de Moustapha Doumbia. S'étendant sur un espace de 18 903 km² pour 265 956 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2009, Douanza est l'un des cercles de la région de Mopti victime de l'occupation terroriste. La zone est actuellement libérée et l'administration est en train de se mettre en place petit à petit. Déjà le 25 janvier, nous on était déjà arrivés. Aujourd'hui, tous les chefs d'arrondissement sont dans la circonscription. D'autres sont à leur poste, mais d'autres également pour des raisons de sécurité et sont au niveau du chef-lieu de cercle. Donc ça veut dire que l'administration est au grand complet dans le cercle de Douanza aujourd'hui. Douanza ou encore les Haïré est une zone d'agriculture, d'élevage, de pêche, d'artisanat et de commerce. Toutes ces activités ont été touchées par la crise. Et malgré la présence de l'administration et des forces de sécurité, la population n'a pas encore retrouvé son souffle d'antan. Il n'y avait aucune activité et maintenant avec le retour, avec la libération, vraiment on peut dire Dieu merci. Actuellement, tout commence à aller. Les activités économiques commencent à reprendre petit à petit. Actuellement, il y a la sécurité qui est installée et qui est en train de veiller. Mais ce qui nous manque surtout, c'est l'électricité, en tout cas à Douanza ville. S'agissant des services sociaux de base, en particulier la santé,
Les populations des 15 communes du cercle de Douanza ont accès aux soins, même si quelques difficultés demeurent dans ce domaine. Les 19 CESCOM du district sanitaire de Douanza sont tous fonctionnels. Donc la difficulté majeure, surtout au niveau du CSRF, demeure le manque d'électricité. Notre ambulance aussi date de 2008 et c'était le seul qui mène toutes les évacuations de CESCOM vers la ville et aussi de Douanza vers Mopti. Nous avons un appui des MSF par rapport à la prise en charge des malades, mais vraiment le problème fondamental, c'est le problème vraiment de l'état de l'ambulance. Les autorités administratives et politiques de Douanza se disent mobilisées pour l'organisation d'élections crédibles en juillet prochain. Selon elles, les sensibilisations pour le retrait des cartes NINA sont déjà en cours. Merci donc à Lucien Touré de nous avoir éclairci sur le retour de l'administration et des déplacés au Nord Mali. À Lucien Touré que nous allons retrouver désormais dans tous les numéros sur la ligne de front pour nous édifier par rapport au retour de l'administration et des déplacés. C'est la fin de cette édition sur la ligne de front. Merci de l'avoir suivi.